Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Et ça, c'est une relation qui s'était faite entre Hans Ulrich et Otto Bang à 1,54-2013. Moi, par exemple, mon plus beau souvenir là, c'est deux choses. Je suis allée à Los Angeles pour explorer un peu ce côté-là du monde au niveau des collectionneurs, de ce qu'on pouvait faire là-bas en novembre dernier et en octobre dernier, juste après la foire d'ailleurs de New York. Et je me rappelle avoir découvert, mais complètement par surprise, je savais qu'une des installations de sculpture de Zach Ove qu'on avait fait en 2016 à 1,54 avait eu une exposition à San Francisco et je m'en étais arrêtée un peu là. Thouria El Glaoui est née au Maroc. Elle commence sa carrière dans le secteur bancaire à New York où elle a occupé le poste de conseillère en gestion de patrimoine avant de s'installer à Londres en 2001. Elle crée la foire d'art contemporain africain 154 en octobre 2013 à Somerset House à Londres. L'événement s'est ensuite développé à New York en 2015 puis à Marrakech en 2018. Nous avons eu d'ailleurs l'édition 2019 et 2020 récemment, là en février. Aujourd'hui, 154 Londres-New York-Marrakech est une plateforme de référence pour l'art contemporain d'Afrique et de ses diasporas. Thouria El Glaoui, aujourd'hui c'est un prénom, mais c'est aussi bien entendu un nom que tout le monde connaît ici au Maroc. Donc elle est la fille du peintre Hassan Glaoui et a organisé d'importantes expositions internationales consacrées au travail de son père à Londres et au Maroc, récemment au musée Mohamed VI. Thouria s'illustre enfin dans de nombreuses rencontres dédiées à l'art contemporain africain et au leadership féminin. Elle est également membre du conseil consultatif de Christie's Education à Londres. C'est une personnalité centrale en Afrique aujourd'hui et Forbes classe notre invitée parmi les 100 femmes les plus influentes en Afrique. Le magazine Jeune Afrique, qui a aussi son classement, lui attribue une place au sein des 50 femmes les plus influentes d'Afrique en 2015, 18 et 19. Elle était également l'une des 100 femmes d'affaires les plus influentes d'Afrique selon New African en 2013. Donc aujourd'hui, avec Thouria, nous allons parler art contemporain africain, bien sûr, mais aussi et beaucoup de son marché. Et bien sûr, puisque cet épisode est réalisé en cette fin du mois de mai 2020, en pleine crise Covid, nous essaierons avec toi, Thouria, de voir quel peut être l'avenir des foires à court et moyen terme. Donc, nous parlons ce 25 mai et je voudrais, Thouria, si tu veux bien pour nos auditeurs, que tu nous racontes ce qui s'est passé récemment à un mois de l'édition de New York, l'édition 154 New York. La crise Covid se déclare avec les restrictions de voyage. Les gens ont compris à des géométries un peu variables que les choses allaient changer. J'aimerais que tu nous dises comment toi et ton équipe, vous avez géré cette crise, comment vous vous êtes organisés et quel a été finalement le modèle new-yorkais de la foire, un modèle donc digital. Oui, on a vécu ça un peu comme un film parce qu'en fait, on vit dans deux endroits différents. La foire a lieu à New York. Moi et mon équipe, nous vivons à Londres. Donc, le Covid était quand même assez développé en Europe. Et puis, il y avait vraiment la crise italienne qui avait déjà commencé. Mais pour une raison de voyage, je me trouvais à New York en début mars pour essayer de comprendre si cette foire de mai était encore quelque chose qui allait être possible. Et en fait, j'y étais allée pour une autre foire qui s'appelle l'Armory à New York au début du mois de mars, qui a eu lieu, qui était pleine de gens. On avait vraiment l'impression que les New-Yorkais étaient pas du tout dans le même mode qu'en Europe au niveau du développement du virus et comment ils se comportaient. Donc, pour le début de cette semaine à New York, en début mars, tout le monde pensait que la foire de mai aurait lieu. J'ai fait des rendez-vous avec les équipes de Frieze car notre foire a lieu autour de la Frieze New York aussi. Et ils pensaient bien évidemment que cette foire aurait peut-être la possibilité d'avoir lieu la première semaine de mai.
Et dans la même semaine où on se trouvait à New York, le gouvernement ou le gouverneur de New York a déclaré New York état d'urgence. Donc on est tous revenus à la fin de la semaine en sachant probablement que cela n'aurait pas lieu. Mais encore une fois, bien évidemment, tous les pays sont gérés de différentes façons. La ville était gérée par le gouverneur et le gouverneur avait mis en fait un mode de confinement comme tous les autres pays, d'abord en commençant par 2 semaines, après un mois. Donc c'était très difficile de prendre en compte ce qui était possible de faire ou pas et d'annuler un événement alors que bon, beaucoup de galeries avaient déjà investi dans l'événement. Mais bon, une fois que tout le monde a déclaré, et Frieze en particulier, qui est quand même un peu on va dire notre point de référence, car beaucoup de galeries aussi participent à notre foire de New York parce qu'on est autour de Frieze, a déclaré qu'ils n'allaient pas pouvoir le faire. On a aussi déclaré que nous allions pas l'annuler, mais le reculer d'un an. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu, en contrepartie, bien évidemment, essayer de supporter les galeries qui avaient fait quand même partiellement des investissements à la foire et voulaient participer pour mai. Donc, on a essayé de trouver des solutions comme tout le monde et on a vu ça se développer beaucoup aux États-Unis, des formats digitales qui étaient possibles pour pendant la semaine de la foire, avoir une plateforme digitale pour pouvoir supporter les galeries et les artistes pendant le mois de mai. Donc, beaucoup de galeries ont développé ou leur propre plateforme digitale ou font des partnerships et dans beaucoup de foires, on a vu avec Hong Kong, Art Basel Hong Kong qui a commencé en mars, le développement de viewing room ou de plateformes digitales pour les foires. Donc, nous, en 2 mois, malheureusement, on n'a pas pu étudier une vraie plateforme pour un 54 qui appartiendrait, on va dire, un peu au website en ligne de 154, mais il était pour nous plus judicieux de faire un partnership avec un partenaire digital qui avait l'expérience, qui avait le nombre de on va dire d'abonnés qui était beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu développer en 2 mois. Donc Artsy étant notre plateforme digitale, on va dire de longue date, je crois déjà depuis 2014, il a été juste judicieux après une conversation avec eux de développer ce partnership d'une foire digitale avec eux. Ils connaissaient déjà beaucoup de nos galeries, beaucoup de nos artistes. Les galeries étaient très familières avec le logiciel et comment mettre leurs photos pour les œuvres sur le logiciel. Donc, on a pu lancer en fait la première semaine la foire en ligne au moment où elle aurait dû se passer à New York. Pour nous, ça s'est avéré pour l'instant un bon partnership. Alors, contrairement à une foire en ligne, on nous a conseillé de garder la foire ouverte plus longtemps en ligne parce que les gens prennent plus de temps. Et puis c'était une période très particulière, donc au lieu que la foire dure qu'une semaine, nous avons pu la mettre en place pour qu'elle dure jusqu'à la fin du mois de mai. Donc la preview, on va dire, se terminera le 31 mai. Et en termes de résultats, on a toujours un feedback à la fin en fait des foires avec Artsy, mais là je dois dire qu'on était assez curieux de savoir pour les premiers jours de la VIP preview où seulement on va dire les collectionneurs et on va dire les contacts de 154 avaient accès à la foire, de combien de fois les gens étaient allés voir la page, s'étaient intéressés, etc. Ce qui était assez intéressant, c'est les résultats. Les premiers jours, je crois que le premier jour, 154 a eu plus de revues de la page de 154 sur Artsy et de demandes de questions aux galeries que ce qu'on a normalement en une semaine de foire dans les autres années. Donc, c'est juste pour dire un peu que les gens sont prêts à passer du temps en ligne et regarder et s'intéresser et ça c'était assez encourageant, on va dire, les chiffres des revues de la foire dans les 2 premiers jours. Alors ça, c'est très intéressant et j'aimerais que justement on puisse voir ensemble quelle est ton évaluation de cette bascule digitale du marché. Juste perdu. Comment tu vois cette évolution? Parce qu'évidemment, ce que toi tu as vécu pour la foire 154, les maisons de vente l'ont vécu pour leur vente. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une bonne réponse de la part du public sur ces versions digitales?
On peut par exemple voir cette vente Sotheby's fin mars. Il y a Bonhams qui prépare une vente. Alors je ne sais pas d'ailleurs si ça va être une vente en ligne ou une vente en présentiel en juin 2020. Comment ça se passe sur le secteur de marché qu'est l'art contemporain africain, cette bascule digitale? Alors moi, je pense que c'est un bon complément par rapport à ce qu'on vit, bien évidemment. Donc on a tous essayé de s'adapter, on va dire, au fait qui nous est arrivé un petit peu à toute vitesse. Pour Sotheby's, ils ont beaucoup de chance, comme nous, on a beaucoup de chance avec un 54. C'est que nous sommes aussi dans un on va dire dans une échelle de prix qui reste quand même accessible quand on parle de l'art contemporain du continent africain. Et je pense, d'après ce que j'ai lu sur plusieurs articles, mais aussi écouté sur des podcasts, c'est que il y a une facilité pour les collectionneurs d'acheter à un certain seuil en Alors, il est ligne. de combien ce seuil justement? Tu as une idée? Alors, apparemment, la moyenne est autour de 12 000, euros, et autour de, je sais pas, peut-être un peu plus en dollars. Euh, mais ça, c'est la moyenne où les gens se sentent confortables d'acheter sans y penser trop, sans devoir à penser comme un investissement. Donc, on a vu, en tout cas, j'ai entendu beaucoup parler que la moyenne se trouvait autour de 12 000 à 13 000 euros. Mhm. Dans le cas de l'art contemporain du continent africain, beaucoup des œuvres qu'on a aussi eues cette fois-ci en ligne étaient entre 500 pounds à, je crois, le plus cher était aux alentours de 60 000 pounds. Donc, avec beaucoup de ces œuvres dans la moyenne entre 5 000 et 12 000 pounds. Donc, moi, je pense que c'est une des forces, on va dire, de ce complément de plateforme, c'est que on est exactement dans l'échelle, en fait, où il faudrait viser, où les gens se sentent confortables, où ils ont envie d'acheter, c'est du temps sur l'internet. Après, je pense que la transparence des prix est quelque chose que les collectionneurs apprécient beaucoup. Elle est déjà dans le monde des maisons de vente aux enchères où on a toujours une échelle de prix au niveau des œuvres d'art qui sont présentées. Mais pour les foires aussi, ça a été, je crois, un des grands avantages, on va dire, des plateformes digitales, c'était de pouvoir s'intéresser au prix sans avoir à demander à une galerie, c'est de pouvoir décider dans sa tête si c'était un prix abordable ou pas, sans avoir à peut-être avoir une galerie qui veut même pas vous partager les prix ou peut-être partager les prix. Mais ça, je sais que en ayant parlé à plusieurs collectionneurs, de ne pas avoir à demander les prix, de les connaître pendant qu'ils font leurs recherches ou qu'ils découvrent des œuvres digitales, a été un plus. Donc, je pense que pour ce qui marche, si Sotheby's a un grand succès avec ses maisons de vente aux enchères et ses ventes digitales, ils vont sûrement continuer. Alors, je dis pas qu'ils vont plus avoir d'exposition des œuvres dans leur maison de vente, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'ils fassent les deux. Qui continuent à avoir un accès de peut-être d'autres collectionneurs, de plus jeunes collectionneurs. C'est qu'on touche à une catégorie de collectionneurs aussi qu'on n'avait pas forcément avant. Et en même temps, continuer peut-être à faire, quand le moment sera plus opportun et plus à la mode, toujours des événements sociaux qui ont l'air aussi de beaucoup plaire aux collectionneurs. Bien sûr. Alors du coup, en fait, ton diagnostic est très intéressant justement quand il est question d'Afrique, parce que là, on parle évidemment d'un marché mondialisé avec des acheteurs qui sont un peu partout dans le monde. Depuis toutes ces années, je t'ai beaucoup entendu, j'ai vu les forums que tu as organisés au moment de la 154, et il a beaucoup été question justement des infrastructures africaines et de toute la chaîne de médiation qui est défectueuse dans les pays africains. Donc, il n'y a pas de journaux toujours, il n'y a pas de musées, il n'y a pas les lieux pour faire les choses. Cette bascule digitale, justement, est-ce que c'est pas peut-être une chance ou un avantage pour le continent africain de pouvoir sauter des étapes, exactement comme ça s'est passé dans la téléphonie mobile? On a un peu sauté dans des tas de territoires, on a sauté l'étape du téléphone fixe. Est-ce que du coup cette bascule digitale va pas permettre de démultiplier les possibilités, même vis-à-vis d'un public peut-être qui pouvait pas forcément se déplacer dans les foires? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à peut-être à accumuler, des succès accumulés dans le digital, concernant le continent africain, justement? Alors moi, je pense qu'il y avait toujours en fait un développement vers le digital qui allait se passer au niveau de l'art. Les gens, déjà depuis 2013, en tous les cas depuis que moi j'ai vraiment été engagée dans ce milieu-là, il y avait déjà beaucoup de gens qui essayaient d'avoir des plateformes digitales, de vendre de l'art
en ligne. Je pense que cette crise a juste accéléré les choses. Et le rendre le principe plus acceptable en fait. Et je pense pas qu'il va y avoir un retour en arrière, même si le Covid passe. Je pense que là, on a passé un grand cap du digital. Pour l'Afrique en elle-même, bien sûr, ça va être un énorme avantage, mais il faut le dire aussi que les artistes africains ont profité déjà de cette visibilité digitale avec les réseaux sociaux. Beaucoup d'artistes ont été découverts comme ça. Il y a aussi des limitations qu'il faut aussi préciser, parce que moi, je suis complètement pour le digital et je pense que ça va donner un accès assez incroyable, même si nous développons une plateforme digitale, nous aimerons bien l'étendre à certaines galeries qui n'ont pas la possibilité de venir à Londres, certains artistes qui n'ont pas la possibilité de peut-être faire des foires. Mais il y a une chose qui remplace pas vraiment le digital, c'est les réseaux de connexion en fait qu'une foire apporte, ou le côté social apporte. Donc il est sûr que d'un point de vue visibilité, c'est un énorme avantage de pouvoir passer directement au digital pour les artistes et le continent africain. Mais bien évidemment, il y a certaines personnes clés qui se rencontrent souvent physiquement dans des lieux de foire ou des rencontres artistiques qui, je ne suis pas sûre, peuvent se passer pour le moment en digital. Et c'est un peu plus compliqué d'avoir les bonnes relations avec les institutions, de pouvoir rencontrer le curateur seulement en ligne. C'est beaucoup plus facile d'avoir une idée du travail des artistes, mais beaucoup moins facile de probablement promouvoir à des collectionneurs qui sont basés aux États-Unis, mais qui ne connaissent pas l'artiste, et peut-être eux ont un commissaire ou un curateur qui les conseille, ou un art advisor qui les conseille, et qui malheureusement n'a pas eu la chance de voir le travail, passe pas autant de temps en ligne, surtout pour peut-être des parties géographiques du monde qui les intéressent un peu moins, ou juste qui sont un peu moins curieux par rapport à certaines parties du monde. Donc moi je pense que oui, pour répondre à la question, on va avoir une bascule digitale qui va beaucoup aider le continent, mais qui a déjà fait beaucoup qui a déjà été déjà très opportune, on va dire, pour certains des artistes qui ont pu être découverts comme ça. Mais il va y avoir quand même un moment où certaines relations sont nécessaires pour pouvoir je sais pas, dépasser un petit peu juste on va dire la découverte de l'artiste, mais pour pouvoir passer à des contacts un peu plus pointus dans certaines géographies. Et je pense que ça, c'est un tout petit peu plus dur. On peut pas tout avoir en ligne non plus. Je pense que tout le monde est aidé. Par exemple, même la foire, si on a eu un certain succès digital, c'est parce qu'on avait quand même une liste de gens qui sont venus physiquement à ces foires depuis 7 ans. Donc notre mailing list est important. Donc c'est pas simplement des inconnus qui ont pu regarder ce qui se passait sur Artsy. S'ils sont inconnus à nous, ils étaient familiers avec la plateforme Artsy. Pour être familier avec la plateforme Artsy, c'est que ils ont peut-être certaines galeries qui les ont initiés à Artsy avant. Quoi, je veux dire, il y a toujours un contact qui a été fait. Et j'y crois vraiment en digital, mais je pense que ça, c'est limitation aussi. Oui. Mais peut-être que ce qui est intéressant aussi avec le digital, c'est la question de la temporalité. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'une foire, c'est 3 jours. Toi, tu t'es aussi beaucoup battu, par exemple, cette année à Marrakech pour que la foire soit étendue d'un jour. Il y a toujours ces restrictions de temps qui font que parfois on peut louper des visiteurs. Et c'est vrai que là, dans la version digitale, on n'a plus cette problématique de la limitation du temps. Et Oui. ça change la donne. Alors aussi, il y a des gens qui sont pour et contre. Le pour, c'est bien évidemment, on a plus de temps, on peut prendre le temps de faire ses recherches, d'en savoir plus sur l'artiste, de contacter les galeries, etc. Mais en se donnant plus de temps, les ventes sont peut-être un peu plus lentes. Oui, Alors que dans un moment où on sait qu'on a peut-être que 3 jours pour le faire, et que c'est un moment particulier de venir visiter les œuvres physiquement, de parler aux galeries qui sont physiquement présentes, fait aussi que les gens
le font avec une certaine urgence, on va dire. Et c'est ça, pour les ventes, je pense que l'urgence est plus importante parce que du coup, on a peur que l'œuvre parte, qu'on va pas réussir à la voir. Et si je sais que certaines galeries me disaient ah mais c'est trop long, peut-être les gens vont prendre trop de temps à acheter. Donc il y a plein de choses comme ça. Après, quand on sait que dans les stratégies digitales commerciales en fait, qui sont pas forcément liées à l'art, on dit qu'on a besoin de voir en ligne 6 fois la chose avant de l'acheter, par exemple. Donc par exemple toutes les stratégies marketing digitales pour les vêtements, pour les choses qui sont liées à un intérêt qu'on a particulièrement que peut-être Google a enregistré ou je sais pas exactement tous les espions digitales font pour ces stratégies. Mais en gros, apparemment, il faut avoir vu l'objet d'intérêt au moins 6 fois sous les yeux avant de le mettre dans la corbeille. Donc c'est une moyenne, mais ça veut dire aussi que peut-être au niveau de l'art en ligne, ça prend autant de temps, je sais pas. Il n'y a pas encore beaucoup de recherches sur la chose, mais je suis sûre que ça serait intéressant après ces quelques mois de Covid où tout le monde s'est mis à faire des foires au digital, de voir ce que ça donne, on va dire quels sont les comportements d'achat en ligne par rapport au digital. Oui, c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que toi, tu imagines, par exemple, si les problématiques de transport devaient voilà, se généraliser ou se prolonger, est-ce que tu imagines la marque 154 devenir, en fait, évidemment, des foires quand elles sont possibles, mais aussi peut-être tu le fais d'ailleurs dans les réseaux sociaux, la marque 154, elle reste active toute l'année entre les événements, tu participes à des forums, la marque, elle est active pendant toute l'année. Est-ce que tu envisages peut-être que la marque pourrait être active comme une plateforme, comment dire, de choix ou de sélection, une plateforme qui éditorialise ou qui renseigne l'art contemporain africain sur toute l'année, en fait, en digital. Bah Est-ce là, que c'est envisageable? on explore différentes options de plateformes. Donc, bien évidemment, pour octobre, par exemple, qui est un moment pour nous clé à Londres, on a effectivement l'option ou la volonté de faire la foire en octobre. Bien évidemment, on n'est tous pas au même niveau du Covid dans le monde et surtout en Afrique. Certains pays parlent de leur pic au mois de juillet ou août, donc c'est peut-être difficile d'imaginer que les restrictions de voyage soient déjà plus d'actualité dans certains pays. Mais je pense que clairement, ça sera toujours maintenant un complément à ce qu'on fait. Alors, est-ce que ça va rester la même foire exactement digitale comme celle qu'on aurait dû physiquement faire à Londres? Ça, j'en suis pas encore sûre, mais que ça soit un espace où on puisse présenter des artistes qu'on n'a peut-être jamais présentés, qui sont pas représentés par des galeries, ou des galeries qui ont, pour des raisons financière ou par rapport à l'épidémie, pas la possibilité de venir à un 54, je pense que ça serait très intéressant de pouvoir offrir une plateforme digitale qui permette de continuer avec un modèle, parce qu'il faut que le modèle marche aussi pour tous les parties, et le transport. Alors le vrai problème qu'on a si nous n'avons pas la possibilité de faire de foires physiques, c'est même au niveau du transport, à quelle responsabilité du coup cette marque, un 54, prend au niveau de cette connexion entre le collectionneur et l'artiste, le collectionneur et la galerie, et sans plus pouvoir vraiment être engagé dans les échanges. Alors, c'est pas que c'est pas possible, c'est simplement que ça demande un peu plus de logistique qui mérite qu'on pense un peu plus longuement en termes de responsabilité mais clairement, on essaie depuis qu'on a pu et dû arrêter la foire de New York, d'être beaucoup plus présent, de faire des choses qui, sur des sujets, par exemple, de discussion que les gens ont envie d'entendre parler. Là, on a développé une série pour les 4 prochaines semaines. Alors, on aimerait bien continuer, bien évidemment, même après, mais on essaie de vivre avec l'actualité du moment. Les gens ont plus de temps maintenant. Est-ce qu'ils auront le même temps quand la vie reprendra exactement? C'est une autre, je pense, c'est une autre variable qu'il faudra évaluer avec
avec le temps. Mais pour l'instant, je pense que je vois tout à fait la marque d'un 54 se développer et évoluer avec ce nouvel angle pardon digital. Oui. Alors justement, concernant la foire et ses différentes localisations, j'aimerais bien que tu me dises aujourd'hui, au terme de 8 ans, est-ce que tu as vu se dessiner un réseau de collectionneurs africains? Parce qu'en fait, la foire, donc finalement, elle n'est implantée en Afrique que depuis Marrakech, où là, je présume que tu as évidemment des acheteurs du continent africain, mais est-ce que tu as vu se dessiner un réseau de collectionneurs africains? Parce qu'on dit que finalement, un marché ne commence à être vraiment fort que quand il est collectionné aussi par ses propres ressortissants. Alors j'ai vu des grands progrès et on va dire une poche de collectionneurs africains qui a grandi d'année en année depuis 2013. Est-ce qu'elle est suffisante? Non. Pour soutenir ce marché et le développement de ce marché, on va dire assez nouveau, on va dire dans le monde global du marché de l'art, nous dépendons encore trop fortement de collectionneurs étrangers et internationaux. Oui. Par contre, on a vu beaucoup plus de collectionneurs africains venir visiter la foire, de la diaspora africaine s'y intéresser beaucoup plus, mais malheureusement, pas assez suffisamment, à part dans certains pays comme l'Afrique du Sud ou au Maroc, qui a quand même un groupe de collectionneurs qui est supporter de leur propre artiste. Mais le reste du continent africain, moi, je le trouve trop faible. Alors, j'aime toujours être surpris par des nouveaux collectionneurs que je rencontre ou des nouvelles initiatives, mais nous sommes pas du tout encore là où il faudrait être pour avoir un vrai support, on va dire, un vrai support et un vrai développement, on va dire, des prix des artistes africains aujourd'hui. Euh, Oui. je pense si aujourd'hui les prix, on va dire, des artistes américains sont très hauts, c'est parce que tout le monde sait qu'il y a la force du marché américain de collectionneurs derrière qui va toujours les racheter en maison de vente aux enchères, qui seront toujours supporters du marché américain. En Asie, c'est à peu près la même chose. Il y a maintenant une, un groupe de collectionneurs asiatiques qui est quand même très connu et très supporter de leur propre art. Donc eux aussi, il y a cette force, on va dire, d'achat que malheureusement en Afrique nous n'avons pas encore. Donc il est très important qu'ils se développent et puis qu'on voit un certain encouragement des collectionneurs africains de continuer à supporter, de voir évoluer, de supporter les ventes aux enchères. Mais je pense que c'est pas une je pense, je sais pas comment l'exprimer, je pense que c'est une réalité pour tous qui sommes dans ce marché niche, quoi. Oui, tout à Euh, fait. je parlais à une galerie il y a pas très longtemps sur justement à ce qu'elle comptait développer une forme digitale à ces galeries comme aux États-Unis ou en Europe. Certaines galeries, on a déjà vu monter leur propre plateforme. Et elle me disait, tu sais, bon, faire notre propre plateforme est une chose, c'est sûr, mais que eux, ils sont habitués depuis qu'ils ont commencé à vendre à 75% par PDF, par email à leurs collectionneurs à l'étranger parce que leurs collectionneurs sont à l'étranger. Donc ça donne un peu une idée de comment, on va dire, leur, leur groupe de collectionneurs est ventilé. Il y a 75% d'étrangers et 30% de local là où leur galerie est basée. Donc pour eux, en fait, ça change bien sûr d'être enfermé, pas pouvoir faire les foires, mais ça change pas la façon dont ils contactaient leurs collectionneurs. C'est ça. Mais de toute façon, je sais que justement, pour avoir assisté à de nombreuses éditions de 154, je sais que là, on est en train de parler du continent africain, mais je sais que tu prêtes une immense attention à la diversité de ce continent, pays par pays. D'abord, évidemment, en allant chercher des galeries dans des pays de la zone francophone, de la zone anglophone, lusophone aussi, je crois. Et justement, par le biais du forum, en essayant, parce que finalement, le marché, il se crée aussi autour du sens à donner aux choses. Et je pense que justement, le forum, tel que tu l'as envisagé depuis le début des éditions, il veut créer justement ces conversations pays par pays avec les spécificités des pays un par un pour justement pouvoir
un jour recruter des collectionneurs pays par pays. Parce que tu disais finalement, un marché se construit aux États-Unis, les Américains soutiennent leur propre marché. Il faudrait évidemment qu'à la 154, les Nigérians viennent acheter les artistes de leur pays, que tu puisses avoir des collectionneurs du Ghana, des collectionneurs, j'ai vu que maintenant il y a des galeries égyptiennes, des collectionneurs égyptiens, des collectionneurs de chacun de ces pays Alors et oui, qui tout se à fait. reconnaissent Alors dans une aussi, bon, foire il qui faut traite dire leur que un spécificité, qui ne traite 54 pas l'Afrique justement comme particulièrement un a tout. aussi une Est-ce que particularité, tu... c'est qu'elle est, Voilà. ouais, un 54 est souvent basé dans des pays qui sont pas en Afrique. Donc pour Londres et New York, c'est des décisions quand même assez internationales. Oui. Et contrairement à Marrakech, pour nous, où on attire quand même une audience plus grande, on va dire de collectionneurs marocains parce qu'on est basé au Maroc, je pense que par exemple une foire comme Artex Lagos arrive à regrouper pas mal de collectionneurs du Nigeria. Ce n'est pas encore tout à fait dans la mentalité du collectionneur nigérian de venir voyager pour assister à un 54. Par contre, je pense que s'il est à Londres au moment où ça se déroule et que quelqu'un lui en parle ou qu'il est au courant et que c'est un amateur d'art, il viendra voir ce qui s'y passe. Mais on n'est pas encore dans une mentalité comme à Art Basel où tout le monde veut voyager pour aller découvrir ce que Art Basel va présenter ou à Miami ou à Bâle. Donc il y a un peu cette différence d'état d'esprit, mais je pense que nous sommes aussi dans une situation, une localité en participant à New York et à Londres, où bien évidemment nous sommes aussi dans un objectif de toucher des collectionneurs internationaux. À Marrakech, c'est différent, mais bien évidemment, il faudrait que les autres parties du monde s'intéressent, on va dire, à ce qui se passe bon au Maroc, mais il faudrait aussi que par exemple les collectionneurs du Nigeria, et on en a eu quelques-uns cette année, décident de venir à Marrakech, euh, peut-être parce qu'on a une galerie du Nigeria, donc c'est aussi au travail de la galerie d'engager son groupe de collectionneurs pour venir voir et supporter ce qu'ils font, par exemple à Marrakech. Je sais que par exemple j'avais été très surprise, mais agréablement surprise, mais il y avait eu par exemple, Aïcha Gorgi, qui avait fait Cape Town pour la première fois, elle est arrivée à engager 5 ou 6 collectionneurs de Tunisie pour qu'il aille avec elle à Cape Town pour supporter sa galerie. Donc, si par exemple, nous, dans un cas au Maroc où nous avons des galeries, comme on dit, d'Égypte, des galeries de Tunisie et certaines galeries, je sais pas, d'Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque galerie arrive à engager son groupe de collectionneurs pour se retrouver dans un pays où il y a un travail en amont qui doit être fait des galeries. Souvent, on le voit pas fait parce qu'ils espèrent rencontrer de nouveaux collectionneurs à, à la foire, et ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui serait intéressant, c'est de les voir aussi s'engager en amont avec leurs collectionneurs pour qu'ils viennent découvrir ce que les artistes du continent africain font, pour qu'ils les intéressent aussi à ce que font les autres pays. Donc on est un petit peu, et je dis pas que ça se passe toujours par rapport à toutes les autres foires, on n'est pas dans un modèle unique là, mais je pense que quand on a une situation où les galeries sont engagées sur un projet et à encourager leurs artistes de venir, leurs collectionneurs de venir voir euh, les artistes qui supportent en fait dans un autre pays, c'est toujours plus engageant pour la foire, mais aussi pour le collectionneur de pouvoir découvrir d'autres artistes. Et ça, on l'a vu plusieurs fois le faire par des foires. Nous, on a des moyens qui sont limités malheureusement, mais les grandes foires qui ont souvent des moyens invitent les collectionneurs des galeries dans le pays où se passe la foire. Donc, ils ont toujours des budgets VIP pour ou inviter à l'hôtel ou inviter alors certains qui sont vraiment avec des budgets importants ou qui ont un partenaire aérien arrivent à offrir aussi des billets d'avion, mais il y a ce côté d'engagement des collectionneurs pour venir dans un nouveau pays qui est souvent fait avec la foire, avec peut-être, on va dire, la partie la
plus importante, on va dire, des collectionneurs qui achètent régulièrement à la foire. Il y a des moyens comme ça qui peuvent nous permettre d'engager des collectionneurs de différents pays. Tu as parlé du programme du forum. Il est très important. Il est quand même aussi très académique des fois, donc pas tous les collectionneurs y prêtent attention autant qu'on aimerait, mais par contre, il est vrai que nous abordons des sujets ou des artistes, des discussions d'artistes en particulier qui peuvent toucher plus d'un pays à un autre ou qui sont plus intéressants quand, par exemple, un collectionneur découvre un artiste. Si on a différentes podcasts, mais aussi forums auxquels ils peuvent participer ou écouter dans les archives sur certaines discussions qui a eu lieu avec certains des artistes qui suivent, ça aide toujours. Les collectionneurs et le forum en particulier permet aussi aux artistes de développer des contacts avec des institutions qui n'auraient pas forcément accès, permet à certains curateurs, aux commissaires de découvrir certains artistes dans des discussions, de les engager sur d'autres projets. Donc, je pense qu'il y a différentes façons de faire des réseaux. Mais c'est clair qu'avec un 54, dès le départ, en fait, même dans le titre, on voulait justement être sûr que les gens captent en fait la diversité, la multiplicité des pratiques artistiques du continent et que bien évidemment, on essayait de pas tout mettre dans un même panier. Bien sûr. Alors pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire là des dernières éditions de la 154, quelles sont d'après toi les plus belles réalisations en termes de connexion? Est-ce que tu peux nous citer par exemple des achats d'institutions importantes, de musées importants qui ont été réalisés à la 154 ou bien des découvertes de la part d'un musée important au sein de la foire ou des programmations, ben tiens, ils viennent à la foire, ils se rendent compte que tel artiste est important, ils en discutent et puis ils prévoient de l'exposer dans un grand musée international. Est-ce que tu as des cas comme ça importants qui se sont noués à la 154? Bien sûr, dès la première année, on avait eu par exemple Hans Ulrich Obrist qui avait fait une discussion avec une des artistes nigérianes qu'il a repris, Otobang, Ah oui, qu'il avait eu une discussion et il l'avait pris après pour faire un projet de performance à Art Basel dans le côté les Unlimited, ouais. je crois, où elle avait fait toute une performance incroyable. Et ça, c'est une relation qui s'était fait entre Hans Ulrich et Otto Bang à un 54-2013. Moi, par exemple, mon plus beau souvenir là, c'est deux choses. Je suis allée à Los Angeles pour explorer un peu ce côté-là du monde au niveau des collectionneurs, de ce qu'on pouvait faire là-bas en novembre dernier. Et en octobre dernier, juste après la foire d'ailleurs de New York. Et je me rappelle avoir découvert, mais complètement par surprise, je savais que une des installations de sculpture de Zach Ove qu'on avait fait en 2000, je crois 16 à 1,54 avait eu une exposition à San Francisco et je m'en étais arrêtée un peu là. Ils avaient pris la sculpture et elle avait été mise devant des musées de San Francisco. Et en fait, à Los Angeles, je vais visiter le LACMA et en fait, la sculpture était là. Donc, ça m'a fait plaisir de voir que c'est quelque chose, un projet qui est né pour un 54, qui avait déjà été sur la côte ouest 4 ans plus tard. Et le même voyage, il y avait notre ami Hassan Hajjaj qui était à Los Angeles. J'étais pas du tout au courant qu'il était là, mais j'ai contacté un contact qu'on connaît tous les deux là-bas, qui m'a dit, mais c'est super, tu es là, est-ce que tu es là pour Hassan Hajjaj? Tu sais qu'il fait sa performance. Et il avait fait un live performance d'une de ces séries de vidéographies qu'il avait fait, qui était assez incroyable, qui avait été présentée à la caravane, à l'exposition qu'on avait fait de lui à Somerset House. Ouais. Et en fait, la personne, en ouvrant la performance à Los Angeles dans le théâtre, je crois que ça s'appelait le Ford Theater, a dit, j'ai découvert cette œuvre à un 54 à Somerset House quand Hassan avait son solo show. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est un curateur qui serait jamais venu peut-être ou même visiter
le studio de Hassan parce qu'il il l'aurait pas connu ou il l'aurait pas forcément rencontré lui directement. Et puis c'est une connexion qui s'est fait parce qu'il a pu le rencontrer, regarder la vidéo en question et s'en être inspiré pour faire une performance à Los Angeles. Donc ça c'était pour moi incroyable parce que c'était deux événements reliés à la 154 qui était à Los Angeles, qui était quand même assez loin de là où on fait la foire. Mais il y en a eu plein d'autres exemples comme ça. Il y a eu par exemple le musée de Seattle, une année qui était venue en 2013 à la foire. Et aussi avec Hassan Hajar, c'est un autre exemple, c'était Krista Clark qui faisait partie à l'époque du musée au New Jersey, à Newark Museum. Et elle avait découvert aussi le travail de Hassan Hajar pendant sa première édition de 154 et lui a offert un solo show après dans un musée du New Jersey. Donc, et il y a eu un groupe show au musée de Seattle. Pareil, je me rappelle à l'époque de la curatrice Pam, qui était des premières curatrices qu'on avait eu la chance de recevoir à 154, qui était venue la première année. Et elle a fait une exposition incroyable qui est passée du musée de Seattle Museum. C'est un groupe show d'artistes contemporains africains qui est passé du Seattle Museum au Brooklyn Museum. Et pareil, elle a dit qu'elle a découvert plein d'artistes qu'elle n'aurait même pas inclus dans son exposition si elle n'était pas venue à 154. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont quand même assez incroyables comme ça, qui permettent aussi et puis aussi je vais pas mentir, les curateurs qu'on choisit à chaque fois pour le forum, donc on a eu la chance d'avoir Koyo pendant quelques années qui est maintenant aux Zeitz, mais il y a eu pas mal de curateurs qui sont passés à travers la première édition 2013 qui ont eux-mêmes apporté leur réseau de connexion à un 54, mais aussi découvert des artistes, les ont recommandés pour d'autres projets. Donc, je sais pas, moi, ça me fait toujours un plaisir fou de voir ces projets se réaliser, mais il y en a même de différentes. Moi, je sais qu'il y a même d'autres projets où on n'est pas au courant, on les apprend beaucoup plus tard, ou d'acquisitions qui sont faites par les musées qu'on apprend aussi beaucoup plus tard parce que bon, il y a des restrictions de communication, des choses comme ça. Donc, c'est toujours une très bonne surprise quand au bout de, je sais pas, quelques mois, on voit qu'il y a une rotation d'un projet de 1,54 quelque part d'autre. On est arrivé d'ailleurs beaucoup à le faire avec les expositions de 1,54 et qui ont lieu pour plus de temps que la foire. Et je pense que ça aussi, c'est important de donner des projets comme ça, non seulement de sculpture, mais à grandes ambitions, parce que ça permet aux artistes d'abord à la presse d'en parler beaucoup, mais ensuite, ça fait que justement, ces artistes sont découverts pour d'autres projets, sont plus engagés à l'international, et ça, c'est une belle récompense. Ouais. Mais écoute, là, je pense que tu apportes la réponse évidemment à l'ouverture de cette conversation qui était sur la bascule digitale et la possibilité donc de tous ces événements de basculer en totalité en digital. Je pense que là, avec ce que tu me racontes, évidemment, il y a une partie matérielle de ces rencontres, de ces réalités tangibles qui sont vécues dans une foire. Là, tu parles évidemment Zakové sur le parvis de Somerset House. Il faut l'avoir vu, il faut avoir testé ça physiquement, évidemment, pour pouvoir imaginer le mettre ailleurs dans un autre espace. Donc, c'est évident qu'il y a une expérience vécue des choses sur place qui ne peut pas être remplacée par des foires en digital. Ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Touria, pour cette conversation. C'était vraiment très passionnant. Merci infiniment. Merci. À très bientôt, Touria. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.